Alors, est-ce que je suis russe ou est-ce que je suis musulman? Est-ce qu'on a le droit de se poser ces deux questions? Est-ce que ça peut pas aller ensemble? Eh ben, on va le savoir dans cette vidéo. Allez. Mon père en Russie avait retrouvé une grande partie de nos ancêtres en remontant très loin. Mais malheureusement, il s'est fait cramer son bureau en 2021. Il a perdu tous les documents et toutes les archives qu'il a trouvées. Donc aujourd'hui, on a quasi perdu toutes les traces. Et du coup, j'ai eu une envie de retrouver mon arbre généalogique à nouveau. Et ben pour le faire plus facilement, je me suis aidé de MyHeritage. Oui, cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage, qui m'ont beaucoup aidé dans mes recherches et surtout dans l'organisation de mon arbre généalogique. MyHeritage est un site d'arbre généalogique qui vous permet de retrouver assez facilement beaucoup de vos ancêtres. Pour créer votre arbre généalogique, c'est super simple. Vous ajoutez des membres de votre famille là-dessus, en indiquant leurs infos, les dates de naissance, vous ajoutez des belles photos, comme par exemple avec mon arrière-grand-mère dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai fait sur son histoire incroyable. Avec 90 millions d'utilisateurs. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Et 16 milliards de documents historiques, c'est juste incroyable comment ça vous aide à retrouver vos ancêtres. C'est le site généalogique numéro 1 en Europe. Et vous pouvez faire des recherches sur vos origines, y compris à l'international, genre de partout. Et d'ailleurs, en parlant des photos, j'ai adoré leur outil pour améliorer les anciennes photos de ma famille. Elles deviennent juste magnifiques et tellement modernes, c'est tellement bien colorisé. Et il y a aussi l'outil qui anime les visages. Et ça, c'est juste incroyable. C'est ouf comment ça les revitalise et tu as l'impression de replonger dans leur histoire et de sentir beaucoup plus proche d'eux. Moi, par exemple, j'ai réussi à retrouver des ancêtres tatars, qui est une population musulmane de la Russie. Justement, je vais vous en parler de ça dans cette vidéo, parce que ça a profondément marqué ma vie. Après, je suis remonté encore plus loin dans le temps et c'était vraiment fascinant. Déjà, j'ai été super surpris de découvrir qu'une de mes lignées de mes ancêtres, la partie Korchounov, en fait, vient d'une tribu d'Indiens qui ont immigré en Russie. Genre, j'ai des origines indiennes. Genre, qui l'aurait dit en voyant ma tête? Et franchement, je vous le conseille vraiment de creuser dans vos racines. Parce que c'est en connaissant son passé qu'on découvre son avenir. Ouais, je me prends pour un philosophe quelque part. Et avec le lien que je vous mets dans la description, vous allez avoir le droit à 14 jours gratuits pour l'abonnement premium. Alors n'hésitez pas à découvrir votre héritage culturel. Alors, dites-moi mes petits Yagadou, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le multiculturalisme russe et découvrir est-ce que je suis réellement russe pour de vrai? Alors, c'est parti. Allez, on y va. Multiculturalisme en Russie. Un kaléidoscope d'identité. C'est vrai qu'on a une image stéréotypée des Russes très cliché, genre avec des facteurs physiques mais genre uniques. Par exemple, toutes les femmes russes ce sont des blondes aux yeux bleus avec des cheveux longs jusque là, et tous les mecs russes ce sont des gros barbus qui vont tout le temps dans le sauna. Bon, parfois c'est un peu vrai, mais la réalité est beaucoup plus diversifiée. Par exemple, si je vous disais que ça c'est un Russe, et ça c'est une Russe aussi, et ça c'est un Russe aussi, est-ce que ça vous étonne ou pas? Oui, la réalité est beaucoup plus diverse et colorée, avec une population très diversifiée, incluant par exemple des bouddhistes asiatiques, des caucasiens musulmans, des chamans turcophones et bien plus encore. Et cette richesse culturelle soulève un peu des questions d'identité, genre qui je suis. C'est un peu comme les questions que je me pose moi. On cherche à comprendre notre propre héritage dans ce vaste pays. Et ça, c'est la Maison Blanche russe. C'est vrai que ça fait un peu flipper de tourner devant, mais moi je prends tous les risques. Et voici ce qui s'est passé 15 minutes après. Yes. Tu vois? Ah, хорошо. YouTube. Les nationalités russes. Alors non, il n'y a pas que des Russes en Russie. Et je parle même pas d'immigrés, non. Parce que certains peuples non russes, ils habitent en Russie depuis beaucoup plus longtemps que les Russes. Et déjà, il faut faire une distinction entre les Russes et les habitants de la Russie. Parce qu'officiellement, on ne dit pas la Russie, on dit la Fédération de la Russie. C'est un état fédéral transcontinental le plus large de la planète. Quand on ne connaît pas un pays, souvent on se dit que en fait, la population de ce pays, en fait, ils sont tous pareils, ils ont tous les mêmes traditions, ils pensent tous les mêmes choses. Comme par exemple pour moi, j'ai jamais été en Colombie, pour moi, tous les Colombiens sont pareils et ils sont tous potes entre eux. Alors qu'en vérité, je suis sûr qu'il y a plein de peuples super différents. Et en Russie, c'est pareil. Il y a un multiculturalisme de ouf. Il y a plus de 200 nationalités différentes. Ah oui, être russe, 100% russe, c'est quasi inexistant, quoi. Sur le territoire russe vivent un grand nombre de peuples différents. De l'Extrême-Orient aux montagnes du Sud, on peut y rencontrer d'innombrables variétés de cultures, de différentes appartenances ethniques habitant tous dans le même pays. Cette grande et incroyable diversité culturelle rend notre pays fort intéressant. Je vous jure, il y a plus de peuples en Russie que de Pokémon. Je veux être le meilleur de tous les pays, sans aucun répit, les nations de ma patrie.
Bashkir, Kalmyk, Tatar, Mordov, Tchétchène, Bouryak, Ossète, Chouva, Yakout, Oudmour, Dagestanais, Kabarde. Alors, je peux pas vous donner la liste de toutes les nationalités russes, mais je peux trouver le peuple russe qui est caché en toi. Avec la première lettre de ton prénom et ce tableau, tu peux retrouver le peuple qui te ressemble le plus et tu le mets dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai fait un petit test. C'est en croisant des Russes ici, je leur ai posé quelques questions sur leurs origines et sur comment est-ce qu'ils se sentent, genre de quelle nationalité. Donc, voici un best-of. Хотелось бы узнать, у тебя есть какие-нибудь корни, то есть с регионов России или откуда-то с других стран? Да, я кубаноид, уже в третьем поколении. Прапрадед был казаком, вот, могу даже фото его показать. Это откуда, то есть? Кубань, Кубань, Кубань. Ну, и... А, я еще забыл сказать, что я скуф, да, посмотрите на меня, и гигачат. С регионов России нету, но у меня мадярские корни. Это западная Украина. Я сам с Дальнего Востока, и у меня корни такие. Один прадед китаец, другой прадед грузин. По прабабушкам все с Украины, есть Кабардино-Балкария. То есть я такой, я всем говорю, особенно иностранцам или где-то, что я прям такой советский человек. Я еще в Союзе родился, успел. Вот, поэтому у меня корни с разных стран. Ну, я по прадеду немец. Родители у меня из Оренбургской области. Все предки у меня из Оренбургской области. Город Бузулук. Это рядом с Казахстаном. И там много и татар, и казахов, и все перемешано. Так что я не уверен, на сколько процентов я русский. Но вообще, как бы, я себя ощущаю москвичом. Бабушка мне рассказывала то, что у тебя в роду, Сашечка, были там и евреи, и немцы, и вятичи, как бы. По папе там у меня узбеки, у прапрадедушка был у меня цыганским бароном. И каким я себя ощущаю? Русским. Dans la culture et les traditions. Du coup, forcément, avec toutes ces nationalités, ça apporte une diversité culturelle, mais de ouf dans le pays, et surtout traditionnelle. Faune, culture. Здравствуйте. Да? Решите, что вы снимаете. Я так, типа, блогер. Прекратить съемку, пожалуйста. Хорошо. Видите? Я просто фон красивый, извините, я совершенно не... Личный блог какой-то? Да. Перейдите, пожалуйста, дорогу, снимите в другом месте. Хорошо, извините. Oui, je viens de me faire dégager par un agent spécial. J'ai même pas envie de savoir qui c'était et si je risquais quelque chose. En tout cas, il a été super correct avec moi. Il m'a juste demandé de traverser la route et de filmer un peu plus loin de la Maison Blanche. Donc, on continue. Alors déjà, au niveau de la cuisine, je suis sûr qu'il y a plein de plats russes que des Chinois, des Finlandais, des Grecs, des Turcs ou des Libanais, en les voyant, ils vont se dire, mais attendez, mais ça c'est les plats de mon pays ça. Alors oui, mais c'est aussi les plats de mon pays, de la Russie. Parce qu'en fait, il y a une diversité culinaire de ouf en Russie. Et tous ces plats viennent des régions russes qui sont à la frontière avec ces pays. Et je vais vous montrer des plats russes et vous allez me dire si vous les avez déjà vus ou goûtés dans un autre pays. Пельмени, чебурек, долма, хинкали, шашлык, халва, плов, котлеты, сырники, гречка. Et la diversité architecturale, c'est pareil. Il y a plus de 20 types de constructions de maisons traditionnelles en Russie. Alors oui, c'est vrai, déjà, il y a plein de buildings staliniens dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Mais voici une liste de maisons traditionnelles de la Russie. Изба, чум, юрта, яранга, балаган, сакля, кувакса, вежа, иглу. C'est vrai que comparé au français, le drapeau russe est beaucoup plus représenté. Tu sais, il est mis à peu près partout. Tu sais, on est quasiment au niveau des Algériens. Enfin, vraiment à ça, quoi. Les religions. En plus d'être un pays multinational, la Russie est surtout un pays à moult religions. Les orthodoxes. Alors, la religion la plus présente en Russie, c'est le christianisme orthodoxe. Environ 60% du pays sont des orthodoxes. Durant mon voyage ici, j'ai eu l'occasion de visiter pas mal d'églises orthodoxes et je vous jure que c'est magnifique. En plus, j'ai eu l'occasion de faire une messe dans le noir. Franchement, c'était la première fois que je faisais une messe dans le noir. Alors, je sais pas ce que ça signifiait, mais en tout cas, c'était rempli d'émotions parce que tous les chants religieux vont dans le noir. On dirait que tous tes sens, du coup, ils se décuplent encore plus et tu ressens encore plus les émotions religieuses. Le christianisme, en général, est beaucoup plus pratiqué en Russie qu'en France, par exemple. Le carême orthodoxe est beaucoup plus maintenu ici. C'est vraiment une tradition. Toutes les fêtes religieuses sont très officielles et très pratiquées. Et d'ailleurs, la Russie n'est pas un pays laïque. Donc, la religion fait vraiment partie de la constitution. Et il y a surtout beaucoup plus d'églises orthodoxes. Et il y a une tradition qui dit qu'à chaque fois que tu passes devant une église orthodoxe, il faut faire le signe de croix. Et on en rigole même en disant que quand tu as un chauffeur de taxi, vaut mieux limite avoir un musulman à Moscou parce qu'il y a tellement d'églises que c'est plus sécure. Parce qu'à chaque fois qu'un conducteur russe orthodoxe passe devant, tu sais, il passe son temps à faire des croix au lieu de tenir le volant. Les musulmans. Alors déjà,
plus de 25% de la population russe est musulmane. Eh oui, et ce ne sont pas des musulmans immigrés qui sont venus pour faire le grand remplacement. Non, non, c'est des musulmans de chez nous, qui sont ici depuis très longtemps. Donc on ne peut pas leur dire genre, retourne chez toi en musulmanie. Non, c'est des gens qui habitent ici depuis 100 générations. Donc non, il est bien chez lui. Et il y a 8 régions musulmanes en Russie. Et la plus grande, la plus vaste et la plus ancienne, c'est le Tatarstan par exemple. Et ce qui est énorme là-bas, c'est qu'il y a une cohabitation parfaite entre les orthodoxes et les musulmans. Vraiment, c'est un exemple pour le monde entier. Tellement les Tatars sont intégrés qu'il y a vraiment zéro islamophobie contre les Tatars. C'est la population musulmane russe la plus intégrée. Pour la plupart des Russes, les Tatars sont russes aussi. Ils font pas de différence à cause de la religion. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les immigrés qui viennent d'autres pays musulmans, comme par exemple l'Azerbaïdjan ou je vois, le Kazakhstan, quand ils viennent en Russie, en fait, pour trouver un job ou un appartement, en fait, ils se présentent comme des Tatars. Parce que les Tatars sont vraiment tellement intégrés que, genre, si tu t'appelles Hakim, bah, vaut mieux dire que tu viens du Tatarstan et tu trouves un job direct. Et bien sûr, il n'y a pas que dans cette région qu'il y a une très belle cohabitation. Ça se passe dans quasi toutes les régions. Et il y a des exemples de Russes musulmans qui sont juste magnifiques. Genre, un de mes préférés, c'est Ruslan. Радостная новость, бычок родился, машалла, смотрите какой красавчик. Милость Аллаха безгранична, всем добра. Ou alors par exemple Asbik ou Asboula, le futur mini combattant MMA. C'est un russe musulman de la région du Daghestan. Et d'ailleurs il y a de très belles mosquées comme par exemple celle-là qui est à Moscou et dans toutes les grandes villes de Russie. Et bien sûr c'est surtout durant la fête de l'Aïd qu'en Russie on appelle Kurban Bayram, c'est une prononciation turcophone. En fait c'est là où on se rend compte à quel point il y a beaucoup de musulmans en Russie. Et bien sûr il y a des gens qui s'en plaignent un peu, mais quand tu vois les rues comme ça, franchement c'est impressionnant. On se dit qu'il faut construire encore plus de mosquées. Et finalement, vu que c'est deux religions monothéistes, il y a pas mal de ressemblances entre les religions musulmanes et chrétiens orthodoxes, comme par exemple entre le carême et le ramadan. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Les Juifs. Il y a aussi énormément de très belles synagogues en Russie. Mais je suis sûr qu'il y a un truc que vous ne saviez pas, c'est que la Russie, enfin l'URSS à l'époque, a été le premier pays à avoir créé un territoire officiellement juif pour y accueillir son peuple, bien avant Israël. Ça s'appelle l'Oblast autonome juive. Et c'est la seule région autonome de la Russie où le yiddish est la langue officielle. Après bon, ça se trouve en Sibérie, c'est genre super loin à l'est, dans l'extrême-orient. En plus, leur drapeau il ressemble un peu genre au drapeau de la LGBT, ce qui est assez interdit en Russie, donc je sais pas comment ils font. Donc ça m'étonne pas beaucoup, mais pour l'instant ça n'a pas attiré énormément de population. Ils sont environ 200 000 habitants dans cette région, mais ça reste l'un des deux territoires officiellement juifs dans le monde. Les bouddhistes. Et il n'y a pas que des religions monothéistes qui sont représentées en Russie. La plus grande région bouddhiste de toute l'Europe se trouve en Russie. Oui, parce qu'officiellement, on reste quand même en Europe. Ça s'appelle la Kalmoukie. Enfin, en français, en russe, on dit Kalmykia. D'ailleurs, c'est intéressant comment le président, durant les rencontres officielles, essaie d'honorer genre toutes les religions de la Russie. Il a souvent genre la Bible, la Torah et le Coran posés sur son bureau. Après, bien sûr, il faut pas se leurrer. Il y a du racisme en Russie, comme dans tous les pays. Et d'ailleurs, en Russie, le racisme est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus franc. C'est du racisme direct et non pas du racisme déguisé au cachet comme en Europe, par exemple. Un Européen. Alors, je ne suis pas raciste, mais je trouve quand même qu'il y a de plus en plus de restaurants halal en France. Après, j'ai rien contre ça. Non, moi j'adore le loukoum couscous. Traduction. Je veux brûler toutes les mosquées de France. Un russe. Alors moi je suis raciste et j'aime pas les ouzbeks. Traduction. Je suis raciste, mais je préfère les ouzbeks aux Américains. Mais d'ailleurs, en général, le racisme français et russe, c'est tellement différent. Donc, si vous voulez une vidéo sur le racisme français et russe, mettez plein de R dans les commentaires, genre rrr. Comme ça, je saurai que le racisme, ça vous intéresse. Histoire de la diversité ethnique. Bon, je vais pas vous replonger dans l'histoire ancienne avec tous les détails, mais déjà, il faut savoir que dès l'Empire russe, en 1721, déjà, ça regroupait à peu près une vingtaine de pays actuels et ça occupait 1/6 de la planète. Donc déjà, beaucoup de diversité nationale ont démarré à ce moment-là. Donc les peuples
peuples se connaissaient, se considéraient dans le même pays. Et ensuite, sous l'URSS, c'était vraiment un melting pot des nationalités. URSS, un shaker à nationalité. Les différences entre les différentes nationalités ont été estompées, les frontières internes abolies et les populations délibérément mélangées. Cette politique visait à créer une identité soviétique, donc en effaçant les différences culturelles ou religieuses. Après, c'est vrai que souvent quand on pense à l'URSS, on pense à la Russie, que l'URSS égale Russie. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est vrai que la Russie, c'était la république la plus grande et la population la plus grande en URSS, mais c'était quand même un mélange de population et de république soviétique. Et déjà, un fait qui démontre ça, qui n'est pas souvent connu, c'est que sous l'URSS, il n'y a eu aucun président qui était russe. Oh damn! Staline était géorgien, Khrouchtchev était ukrainien, Brejnev était ukrainien aussi, et il n'y a que Gorbatchev à la fin qui était moitié russe, moitié ukrainien. Donc aucun russe n'a dirigé l'URSS. Et pour que les populations se mélangent encore plus, ils adoraient les faire voyager, mais genre vraiment physiquement, soit pour des buts professionnels ou alors militaires. En fait, vu que les métiers étaient donnés par l'État, ils prenaient quelqu'un, genre par exemple un habitant de l'Arménie, ils disaient « Attends, toi tu viens de l'Arménie, tu sais quoi, tu vas faire 3 ans d'ingénieur à Vorkuta dans le cercle polaire, et toi tu viens de Vorkuta, c'est quoi, tu vas partir tout à l'est sur l'île de Kamtchatka pour étudier un peu les peuples asiatiques. Toi, t'es un chaman de Sibérie. C'est quoi, tu vas aller goûter le saumon scandinave en Carélie. Et ainsi, en fait, les gens partaient pour quelques années, mais au final, ils se faisaient des amis, ils tombaient amoureux, ils se mariaient et ils restaient vivre dans ces nouvelles villes et ces nouvelles régions. Ce qui crée la diversité culturelle. En plus de ça, ils ont effacé les religions. C'est vrai que ça permet de plus se mélanger quand il n'y a pas de religion. D'ailleurs, c'est ce qui a influencé un peu le racisme en Russie, qui n'est pas du tout pareil qu'en Europe. Et pour vous donner un exemple concret, le chanteur le plus connu et le plus populaire de l'URSS, un peu le Johnny Hallyday ou je sais pas le Elvis Presley, il s'appelait Muslim Magamayev et tout le monde l'adorait sans penser une sorte de islamophobie à cause de son nom. Il était juste accepté parce que c'était un soviétique. Et ouais, à cette époque, l'identité soviétique était bien au-dessus des appartenances ethniques ou religieuses. À la recherche de mon identité. Alors moi, petit, comme la plupart des gens, je suis né dans une famille de Russes. On m'a toujours dit qu'on vient de la Russie, que tous nos ancêtres viennent de la Russie. Mais c'est vrai que quand t'es petit, tu t'en fous un peu de ta nationalité. Tu sais, tu traînes avec des gens avec des prénoms qui s'appellent Timur ou Mohamed, et tu te poses pas la question d'où est-ce qu'on vient. Tu sais, tu es l'enfant du monde, tu sais, genre un enfant international. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir quelques petites questions sur mes origines, parce que par exemple, quand j'étais petit, déjà j'avais un visage beaucoup plus typé asiatique. Et genre dans ma classe, à l'école, ou alors quand je marchais dans la rue, les gens qui me parlaient, ils me traitaient tous d'asiatique ou de chinois. C'était comme une petite taquinerie, genre hey, l'asiatique, hey, le chinois. Genre mon surnom dans ma cour en bas de chez moi, c'était le fils de Jackie Chan. Moi j'allais voir mon père, je disais papa, mais c'est toi mon papa ou c'est Jackie Chan? Lui il disait non t'inquiète, fais pas gaffe à ça, t'inquiète, on est tous russes, on est tous ensemble, y a pas de souci. Donc je me suis juste dit que oui, j'ai un typage que je ne ressemble ni à mon père ni à ma mère, mais voilà, c'est comme ça, genre ça arrive. Mais c'est vrai encore une fois, quand t'es enfant, ton identité nationale, tu t'en fous un peu. Mais c'est une fois que j'ai immigré en France et que je suis arrivé dans un quartier où en fait il y avait beaucoup de nationalités différentes. Moi je venais aussi d'une nationalité différente, j'étais un immigré et c'est là où j'ai compris à quel point les nationalités peuvent être mises en avant. Et c'est là en fait en traînant avec des Turcs, avec des Arabes et des Noirs, j'ai commencé en fait à mettre mon côté russe en avant en disant oui les gars, toi t'es turc, moi je suis russe, on est ensemble, on va mélanger nos cultures. Et aussi dans les quartiers, j'ai découvert l'islam. En fait, tous les musulmans qui pratiquaient énormément leur religion, ils faisaient les jeûnes, ils faisaient les fêtes. Et donc moi je me suis dit, mais c'est vrai que moi j'ai été baptisé, mais je me suis jamais beaucoup intéressé à la religion orthodoxe. Et c'est en étant en France, dans un quartier genre avec beaucoup plus de musulmans, que j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'orthodoxie. Et quand mes amis en fait faisaient le ramadan, moi je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire un jeûne. Et j'ai commencé à faire le jeûne orthodoxe, le carême. Et c'est vrai que l'orthodoxie, parmi les religions chrétiennes, a une tendance assez byzantine. Et parfois, je vous jure que je me sentais plus proche des musulmans que des chrétiens catholiques en France. Et c'est une fois que je suis revenu à 23 ans travailler en Russie à Saint-Pétersbourg, donc dans ma ville natale, que mon père m'a fait découvrir qu'on avait en fait des origines tatares, c'est-à-dire une religion musulmane russe. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être pour ça que, en traînant avec des musulmans, j'ai ressenti certaines proximités. Mais par contre, avec des musulmans en France, je me suis jamais senti très proche. J'étais toujours un peu à l'extérieur. Mais en étant en Russie, j'ai rencontré des musulmans russes, des tatars,
tsars de Saint-Pétersbourg. Et j'ai commencé à discuter avec eux et je me suis tout de suite senti beaucoup plus accepté. En fait, savoir que dans ton peuple, il y a des musulmans en fait qui te ressemblent et qui sont de ton pays, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Et c'est là-bas en Russie où j'ai commencé à beaucoup plus me tourner vers l'islam. Par exemple, la première fois où je suis allé dans les mosquées, c'est à la mosquée de Saint-Pétersbourg. Justement, celle que je vous ai montré au début. Oui, donc j'ai appris les prières, j'ai testé genre comment les faire et en fait au final, je me suis dit quand même, je crois en Dieu. Donc peu importe dans quel temple de Dieu je vais, je prie pour la même chose. Je prie pour la paix, pour la santé, pour juste être heureux et faire les bonnes choses. J'adore visiter les églises et les mosquées à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville ou à un nouveau pays. Et c'est une fois que je suis revenu en France à nouveau et que j'ai commencé à nouveau à traîner avec des amis musulmans, j'ai commencé à pratiquer un peu les deux religions. En fait, je me sentais un peu proche des deux et aujourd'hui, c'est vrai que parfois je me sens un peu perdu. Parfois, j'ai envie de respecter les deux religions. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne mange pas de porc, par exemple. Parce que ni dans l'islam, ni dans l'orthodoxie, genre de base, genre le porc était interdit aussi. Donc je me dis, bon, allez, on va arrêter d'en manger, comme ça on va respecter les deux religions. Et parfois, j'ai l'impression que je suis en train de pécher si je respecte les deux religions. Est-ce que c'est blasphématoire pour les deux? Mais après, je me dis qu'en fait, c'est une question très intime. Et le plus important, c'est juste que ça me pousse à être une meilleure personne, à faire des bonnes choses, à respecter mon autrui. J'ai envie de m'adresser aussi aux gens qui ont aussi une double culture comme ça. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Ou est-ce que je suis le seul? Est-ce que je me suis posé les bonnes questions? Alors, mes Yagadingo, quelles sont vos origines? N'oubliez pas de les mettre dans les commentaires. Merci encore une fois à MyHeritage de m'avoir accompagné pour cette vidéo qui est très importante pour moi, pour toutes les informations que j'ai trouvées sur leur site, pour toutes les découvertes que j'ai fait sur ma famille et sur mon héritage. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir leurs services et surtout avoir 14 jours gratuits pour le compte premium pour vous permettre de découvrir des facettes inconnues de votre héritage. Pour moi, cette vidéo est très importante parce que je me livre rarement sur des sujets aussi intimes et aussi sensibles. Et du coup, je me sens beaucoup plus proche de vous après l'avoir fait. Donc, soutenez-moi avec un méga like là tout de suite là si vous voulez plus de vidéos perso comme ça. Moi, je vais rester encore un peu en Russie, vous filmer plein de vidéos qui vont sortir très bientôt et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais oui, c'est ça, très bientôt.